Éléments là-dessus. Le débat sur l'ouverture des données, effectivement, est un débat compliqué dans lequel il y a des intérêts industriels extrêmement importants et même des intérêts de souveraineté, hein, parce que derrière, il y a quand même un petit peu la maîtrise des systèmes qui intervient. Donc ça fait l'objet, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, d'un débat au comité d'orientation de l'Agence française d'information multimodale et de la billettique, qui est une structure qu'on a réussi péniblement, avec petite échelle, à mettre en place au niveau national pour traiter l'un des problèmes difficiles qui est l'interopérabilité, parce qu'on voit bien que tout ça ne peut avoir un sens que si les collectivités qui sont maîtres d'ouvrage, et la loi l'a encore bien confirmé, arrivent à travailler entre elles, puisque les usagers, les voitures, enfin tout passe d'un territoire à l'autre, et s'il n'y a pas une correspondance et une coopération entre ceux qui ont des décisions à prendre, le système n'a pas de réalité. Et en plus, on est aujourd'hui dans un contexte européen qui va nous obliger, et c'est voulu, c'est bien logique, à avoir cette interopérabilité, à la mettre en place, et les États ont un rôle là-dessus. Alors donc il y a eu un débat là-dessus, avec l'idée qu'il y avait déjà des initiatives fortes sur des ouvertures de données, mais qu'effectivement ces ouvertures de données n'auraient pas un sens réel et opérationnel, même pour des startups qui veulent développer des activités, et s'il n'y a pas une normalisation, ou plus exactement des spécifications. C'est-à-dire que la différence étant que la normalisation, c'est un document que l'on utilise quand on le veut, et de façon volontaire, et finalement en utilisant une partie si on veut, etc. Tandis que la spécification a un objectif clair d'interopérabilité et s'appuie sur des normes. Mais si on dit qu'on est interopérable, à ce moment-là, c'est vérifiable, et ça doit être vérifiable. Donc c'est un peu plus qu'une norme, ce sont un ensemble de normes avec un objectif d'interopérabilité, et c'est comme ça que fonctionne l'Europe, et ça, je pense que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer et qu'il faut essayer. Bon. Donc on peut effectivement rendre interopérables des données ouvertes. Et ensuite, il y a une nécessité d'identifier une propriété, des droits sur ce stock, ce gisement, et ces droits doivent être gérés quelque part. Là, je crois qu'on peut s'inspirer un petit peu du système allemand qui a été mis en place maintenant depuis 2006, avec une notion de place de marché sur l'utilisation de ces services et de services appuyés sur des données, de manière à ce qu'on identifie bien quels sont les acteurs qui disposent de sources de données ou de données transformées, avec éventuellement une valeur derrière, donc une responsabilité, et puis les droits qu'ils ont donnés à d'autres acteurs pour faire à la fin des systèmes d'information. Donc ça, c'est une notion de protection avec des mécanismes de licence dans lesquels il va falloir qu'on se mette, et peut-être aussi de valeur appuyée aussi sur des financements, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on ait simplement des schémas dans lesquels le contribuable paye des autorités, paye des services, des agents de collectivités publiques ou d'État pour faire des données de qualité qui ensuite vont être fournies gratuitement à des opérateurs de services qui vont mélanger ça avec autre chose, éventuellement de la publicité, pour simplement, avec un objectif affiché unique qui est de gagner de l'argent, quoi. Alors qu'en fait, on est un petit peu dans cette situation-là, et il y a des propos un peu caricaturaux qui vont dans cette situation-là. On voit bien que ça, c'est pas stable non plus. Alors, l'idée que chaque opérateur est libre de fournir l'information qu'il veut dans les formats qu'il veut n'est pas non plus bonne. Donc il faut trouver quelque chose, et ça devrait faire l'objet d'un débat organisé par Etalab d'ici la fin de l'année, un petit peu sous l'autorité du comité interministériel de modernisation de l'action publique. Donc il faut qu'on aille un petit peu dans cette logique-là. On a eu donc un débat un peu sur le principe qui devrait amener à ce que des documents soient faits et diffusés pour qu'on puisse vérifier que les gens qui en parlent sont bien d'accord entre eux. Et je voudrais signaler qu'il y a quand même eu là un effort important du côté de l'État qui va dans le sens de l'intermodalité, dans le lancement de l'appel d'offres sur le financement des transports collectifs, des tramways, où finalement on a transformé un appel d'offres qui était destiné
aider au financement d'infrastructures, et même c'est l'infrastructure, c'est pas les véhicules d'habitude. Et là, finalement, on demande aussi à ce que dans ces dossiers, il y ait un volet qui soit mobilité. Donc c'est services, mais même bien au-delà du service de transport. Alors, l'un des sujets pourrait être effectivement de dire comment fait-on pour assurer des fonctions d'interopérabilité sur les données qui sont là-bas. C'est pour dire que c'est une infrastructure sur la mobilité, mais d'une façon interopérable. Donc on a vu avec le NFC l'année dernière que il y avait 20 millions d'euros, c'est pas gigantesque par rapport aux investissements de transport public, mais ça a permis de faire des systèmes et de concevoir une interopérabilité. Donc peut-être qu'on peut effectivement imaginer, grâce à cet appel d'offres, avoir tout de suite au moins les bases qui puissent se lancer. Ça ne résout pas tout, mais on s'aperçoit que ces points-là sont quand même tout à fait sensibles. Ils ne coûtent pas forcément très cher. Ils peuvent éviter si on les résout correctement, on peut éviter d'avoir à payer des choses très coûteuses après, mais il faut effectivement le faire et le faire vite, sinon on perd un effet important de ce qu'on va faire. Ok, comme la réponse était un peu longue, on va redonner la parole aux intervenants, puis on reviendra vers vous. Je peux juste dire un mot là-dessus, sur l'appel à projet. Oui. Je suis d'accord. Ça ne m'étonne pas que vous réagissiez. Mais il faudrait à ce moment-là aussi aller au-delà des 450 millions. Oui, on y a pensé un peu. Voilà. On y a pensé un peu, mais je ne sais pas là pour l'annoncer. J'ai bien compris. Alors, on va passer à la question suivante, si vous voulez bien, qui concerne le rôle que peut jouer non pas la mobilité collectée, mais les outils de mobilité collectée dans les domaines qui sont à la base finalement du transport intelligent au départ historiquement, qui sont la sécurité. Parce que le premier outil de sécurité intelligente, ça a été les radars, sauf erreur, et largement développé. Donc dans le domaine de la mobilité connectée, en quoi ces outils peuvent contribuer à la sécurité, à la fluidité du trafic, on en a un petit peu parlé, mais de façon plus concrète, à l'optimisation des flux grâce aux interfaces véhicules-infrastructures, et quels outils sont entre les mains des gestionnaires d'ores et déjà dans ces domaines. Et qu'est-ce qu'il y a comme progrès à faire? Carlos Moreno, par exemple. Oui, c'est un sujet majeur, puisqu'il se trouve à l'interface, je dirais, de l'usage en tant que tel et des infrastructures qu'on doit améliorer en permanence et qu'on doit même projeter vers l'avant. Donc c'est un sujet qui pour moi est capital. Et je voudrais dire apporter quelques éléments à la réflexion de manière courte, mais on peut passer beaucoup de temps sur ce sujet-là. Il y a d'une part ce que vous appelez les outils. Je dirais que pour moi, sur ces débats-là, les outils, ce n'est pas uniquement de la technologie. Ça, je tiens à le dire, c'est très important. C'est-à-dire que souvent on dit, voilà, on va mettre en place par rapport à telle et telle technologie, une manière de sécuriser donc le véhicule connecté, la distance automatique, la conduite intelligente, la conduite assistée, etc. Ça, c'est des outils donc, qui évoluent en permanence, mais je dirais qu'il faut un fil conducteur qui soit au-delà de la technologie, qui soit matériel, mais qui également soit immatériel. Donc, je vais donner quelques exemples donc, pour illustrer mon propos. D'une part, vous parlez donc de radars comme les premiers outils de la sécurité. Vous avez vu qu'une des premières communautés sociales qui s'est créée dans le domaine de la mobilité a été la communauté Coyote lors de la mise en place donc, des anti-radars personnels, en fait, en quelque sorte. Donc, la communauté Coyote, en quelques semaines, elle dépassait les 300 000 utilisateurs et a créé une communauté d'usage qui pouvait aller au-delà tout simplement de savoir à quel endroit se trouvaient les radars pour lesquels il fallait piler juste avant de rentrer en zone. Communauté incivique. Voilà. Donc, ces communautés sociaux qui sont créées sont liées effectivement à l'effet technologique. D'abord, le radar. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut dépasser le débat de la partie infrastructure pour se situer vraiment à la lisière de l'usage. Et paradoxalement, donc, je voudrais situer dans la continuité ce qui était dit tout à l'heure par rapport à la question. Moi, je pense qu'il y a pas uniquement, je dirais, la manière comme on sécurise des infrastructures, mais je dirais la manière comme la communauté, donc on peut intervenir dans la sécurisation de ces infrastructures.
les contre-exemples du Coyote par rapport à la manière comme on pile juste avant des rentrations des radars et comment on redémarre en trombe dès qu'on passe dans la zone du radar. Donc c'est un exemple des réseaux sociaux utilisés, mais on en a donc d'autres contre-exemples. Et moi, je vais prendre... J'étais invité au MIT au mois de novembre, j'ai travaillé avec eux, donc avec Nigel Jacob, qui pilote cette partie de mobilité à l'échelle de la ville, avec ce qui s'appelle donc le service de mécatronique de la ville de Boston. Et il y avait cette notion qu'on appelle nous en France l'open data. Aujourd'hui, avec Philippini et Riverdier, donc l'État Lab avec Data Connection fait un travail formidable. Mais ils sont allés beaucoup plus loin et c'est devenu une loi qui a été signée par Obama donc, il y a 15 jours, qui s'appelle donc Code of America, qui est une manière de rendre obligatoire tout marché public la publication de toutes les données associées à des fonctionnalités qui font partie des missions de service public. Voilà, ça s'appelle Code of America. À Paris, ça vient de lancer il y a une semaine, ça s'appelle Code for Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette initiative-là, et donc là, je vais un peu au-delà de ce que disait François par rapport à la partie spécification, on est en train de créer des communautés qui, elles, s'approprient de cette problématique de sécurisation des infrastructures, dans un sens ou dans l'autre, pour proposer des usages et des services, et dans lesquels il y a une espèce de pression qui s'est créée sur les services publics également. Donc c'est pour ça que, dans ces côtés d'initiatives citoyennes, des participations, du pouvoir de la multitude, il y a cette espèce de pouvoir en contre-pouvoir qui fait également avancer les choses. Donc moi, je pense qu'en France aujourd'hui, c'est un débat qui démarre à peine. Je pense que la création donc, de l'État Lab comme un bras armé de l'État, je dirais, pour tout ce qui est participation citoyenne au niveau de l'interopérabilité, de la publication des données, etc., doit avoir des effets vertueux dans la manière comment on construit une sécurisation de ces infrastructures ou la poussée d'un certain nombre d'applications, etc., permet d'améliorer le service. Et, donc le patron du Sensible City du MIT, Carlo Ratti, me racontait l'expérience avec les SNCF en France, où la première expérience d'ouverture de données dans les transports a été faite il y a 2 ans par les SNCF, où les données de la SNCF ont été ouvertes donc, dans le cadre d'une collaboration avec le MIT pour faire la cartographie en mode data visualisation de tout le retard de la SNCF, donc dans une période donnée. Vous allez sur le site de la SNCF, vous le trouvez, il est magnifique, et ça a permis de mettre donc, un espèce de focus sur un certain nombre de fonctionnements, mais issus de données strictement publiques, c'est-à-dire la contribution que la SNCF avait mis en place. Voilà. Donc moi, je pense que ces outils-là, en France, sont générateurs non seulement des valeurs, mais également des créations de valeurs par la communauté en tant que telle. Et moi, en tout cas, je suis très sensible au fait que dans les débats sur les infrastructures, bon, on peut aborder après la partie technologique, etc., mais j'ai fait le pari dans cette intervention de faire un zoom, je dirais, pour sensibiliser sur cette notion, donc non pas seulement d'ouverture de données, mais de la création des valeurs par la mise des données qui sont agrégées ensuite en termes fonctionnels. Le tranquillien, c'est un effet de ce qu'on vient de dire, depuis que la RATP a mis donc toutes ces lignes à notre Twitter. Les informations sont publiées et ça a un effet de la multitude de contre-pouvoirs. Vous savez, quasiment en temps réel, quand il y a une panne de telle ligne métro, rien que par l'effet de Twitter. Moi, je pense que là, il y a une réflexion pour laquelle les institutions, l'habitude, nous, on a un peu plus de mal, mais je pense qu'on y vient. Roland Ries, ces outils publics, enfin cette utilisation publique des outils de mobilité connectée, est-ce que vous en avez une perception proche de celle de Carlos Moreno? Vous parlez de l'open data Entre autres, l'open data comme permettant de régler à la fois les problèmes de sécurité, de gestion du trafic. Je ne vais pas les régler, mais de créer des outils de pression pour avoir un cercle vertueux d'amélioration. Oui. C'est pas ça qui les règle, mais ça crée un cercle vertueux. D'accord. Je pense qu'effectivement, on a là aussi un champ qui est ouvert, qui peut aller jusqu'à la conduite automatique des véhicules individuels. Si le système est suffisamment performant, avec les capteurs, que sais-je, sur le bord des routes, on peut... on n'est pas là, mais pallier les déficiences humaines les accidents, c'est toujours ça. Il peut y avoir des déficiences techniques aussi. C'est très important. Mais moi, alors honnêtement, je ne suis pas vraiment compétent pour parler de ça, mais on est dans une période de mutation en profondeur, à la fois du transport en commun,
transport public et de l'usage individuel des véhicules. On va vers d'autres formes d'usage et les technologies en évolution constante. On ne sait pas, dans 3 ans, dans 5 ans, où on en sera là-dessus. On voit simplement qu'on est dans une révolution copernicienne. Voilà. On va dire autre chose là-dessus. Jean-François Jalin, sur cette question 4. Alors, je pense qu'effectivement, c'est pas anormal que quand on parle de ces sujets, on arrive à la conduite automatique à un moment, puisque finalement, le mot même transport intelligent a été un peu initié sur l'idée de la voiture intelligente ou de l'autoroute automatique. Hein. C'était donc, on retombe en Californie, là, années 90, où effectivement on avait une industrie qui avait envoyé des véhicules dans la Lune et qui s'est dit, mais sur des voies, des routes à 7 voies dans chaque sens, s'il y avait des robots qui conduisaient les voitures, ça irait certainement mieux. Et c'est bien clair que ça aurait été mieux. Le problème, c'est que la responsabilité du conducteur, du constructeur automobile, du gestionnaire de l'infrastructure aurait été différente. Et on n'était certainement pas capable à l'époque d'inventer en quelques semaines le contexte juridique qui permettait d'appuyer cette technologie. Alors, donc, il y a eu des démonstrations qui ont été faites dans cette orientation-là, hein, aux États-Unis et au Japon avant, qui avaient bien vu qu'il y avait quelque chose, donc ils ont voulu se dépêcher de montrer qu'ils étaient encore plus forts des fois que les Américains commençaient à vouloir le faire et que à ce moment-là leur technologie aurait été utile. Et puis cette idée d'autoroute automatique a été arrêtée brutalement sur l'idée que mais qui est-ce qui va payer s'il y a effectivement peut-être 10 fois moins d'accidents qu'il y en avait à l'époque, mais ces accidents ne seraient plus gérés dans un contexte où le conducteur est considéré comme le principal responsable, et c'est vrai en gros, c'est pas forcément vrai toujours dans le détail, mais enfin c'est vrai en gros, et socialement ça amène à ce qu'il y ait un mécanisme de permis de conduire, de formation et d'assurance qui fait qu'on gère ces accidents de la route d'une façon différente des accidents aériens par exemple, où je dirais quand on ne conduit pas un avion en général, on est dans un mécanisme où la société gère différemment les accidents d'aviation. Ça veut dire que là, on revient à ce sujet aujourd'hui avec ces systèmes automatiques, et on voit arriver un peu des choses, des événements un peu sur la même logique comme la Google Car, qui effectivement essaye d'avoir une structure privée qui fabriquer des photos de toutes les infrastructures et puis après va essayer de vendre au monde ébahi le fait que si effectivement vous êtes dans un véhicule et que vous êtes uniquement occupé à faire vos mails et à regarder des films vendus par la même société, en tant qu'individu, vous n'allez pas créer beaucoup de risques par le fait que vous êtes sous, que vous vous mettez à accélérer quand c'est pas nécessaire, etc. Donc vous allez être très très calme à l'intérieur de votre véhicule. Probablement que ça va créer moins d'accidents. Et à ce moment-là, il faut que la société en question arrive à prouver à la communauté qu'elle est capable d'avoir acheté des sociétés d'assurance qui vont garantir les conducteurs, les infrastructures contre tous les événements qui vont se passer. Là, on ce schéma-là n'est pas celui. Oui. On atteint quelque part les limites de la mobilité connectée. Là. Tout à fait. C'est une des voies dans lesquelles il y a effectivement beaucoup d'argent qui est développé aujourd'hui. Et il y a peut-être d'autres voies qu'il faut peut-être imaginer, qui seront plus proches de ce que nous savons faire, de nos habitudes, qui seraient effectivement des coopérations entre des gestionnaires d'infrastructures qui sont conscients de leurs responsabilités sociales, hein, parce que c'est aussi des collectivités, et la voiture n'est qu'un utilisateur parmi d'autres des infrastructures publiques. On a fait des routes avant qu'il y ait des voitures, en fait, hein, et on a d'autres modes de transport qui peuvent avoir droit à utiliser les routes et pas seulement des véhicules automobiles à moteur. Et d'autre part, que les systèmes puissent être pilotés et effectivement garantis.
Bon, donc c'est une des applications des systèmes coopératifs d'imaginer des véhicules qui soient en peloton, avec des mécanismes qui les guident, puisque quand on est en peloton, on roule tous à la même vitesse et la distance entre les véhicules peut être réduite. Et à ce moment-là, on fait les calculs et on voit que on pourrait multiplier par 3 la capacité des infrastructures qu'on va avoir du mal à Jean-François Jeannin, il faut qu'on c'est une voie de recherche. Oui. Je ne dis pas qu'on va le faire dans 3 ans. C'est une voie de recherche, mais si on a envie de le faire, il faut... En même temps, vous anticipez sur la dernière question qui portait justement sur l'avenir. Bon, mais finalement, avant de parler de l'avenir, quels sont les outils, les bons exemples aujourd'hui qu'on peut citer, sans forcément citer des marques, j'allais dire, vous avez cité la Google Car tout à l'heure, mais quelles sont les initiatives de mobilité connectée qui répondent à ce pourquoi elle est censée être là, c'est-à-dire à plusieurs vertus, une mobilité durable, intermodale, favorisant le report modal. Quels sont les exemples que vous avez en tête, en France ou à l'étranger, de ces devices, comme on dirait en anglais? Je peux. Alors d'abord, je vous signale que Strasmap m'apprend qu'il y a eu un accident sur l'A35 à Geisbolsheim, sens sud-nord, accrochage ou à gauche, etc. Voilà, donc, en temps réel. Bravo. Mais je voudrais pas revenir. Trop grave, j'espère. J'espère. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire là concernant les idées du futur. Il y a un projet chez nous là en Alsace qui est porté par le groupe LOR d'ailleurs, pour ne pas le nommer, qui s'appelle CATS, qui est justement ce système de véhicules individuels non pilotés, mais qui venant de la capillarité rurale, vont vers des autoroutes où elles s'accrochent les unes aux autres. C'est du transport individuel qui devient collectif à partir sur certains axes. Donc on a l'addition, la fusion du véhicule individuel et du transport collectif selon les endroits où on est de nouveau. Il y a des endroits où effectivement on a besoin de véhicules individuels. Mais au fur et à mesure qu'on s'approche des centres urbains et des zones denses, eh bien, ces véhicules individuels se connectent les uns et les autres et deviennent un mini-tram en quelque sorte. Alors ça n'est possible qu'avec effectivement des systèmes sophistiqués de pilotage automatique là, on est vraiment dans l'expérimentation pour l'instant. Mais on peut l'imaginer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne sait pas vers où on va. Mais on y va. Et dans 2 ans, dans 3 ans, on aura encore inventé le jeu. Moi, je suis frappé par cette diversité des solutions qui sont apportées aux questions de mobilité à partir des technologies de l'information et de la communication d'aujourd'hui. Oui, donc, oui, je ne vais pas tellement parler des exemples trop concrets, il y a un certain nombre d'en a parlé, mais je vais parler des voies d'avenir, donc plutôt. Et il y a un élément de recherche qui me tient à cœur, que je vois avancer donc, dans certains pays anglo-saxons, c'est ce qu'on appelle la réversibilité en temps réel de la signalétique urbaine. C'est-à-dire qu'on a une problématique, ça a été appliqué en France, dans un cas très précis, un grand pont qui se trouve donc, pour ne pas citer Saint-Nazaire, à Martial qui est là, et c'est de quoi je parle. Et donc, moi je suis très attaché à ce type d'usage, dans lequel la technologie est mise au service, dans ce qu'on appelle le contexte. C'est-à-dire que la problématique, c'est que nos infrastructures urbaines, pour parler de celles-là, elles vivent, je dirais, dans les paradigmes de 19e et 18e, même d'avant, quand elles ont été créées, c'est-à-dire qu'elles sont figées de manière vasculaire. Donc c'est des artères et c'est des capillarités figées. Vous avez un sens interdit, il est à vie, depuis la nuit des temps, etc. Et vous avez donc deux voies pour lesquelles il y a très peu de voitures qui circulent dans certains sens, mais vous avez le bouchon qui se prolonge de l'autre. Et les réflexes de tourner à gauche, on ne peut pas le prendre pour sortir parce que c'est sens interdit. Donc c'est cette notion qu'on appelle la réversibilité, la signalétique en temps réel.
quand on a aujourd'hui la capacité à avoir des systèmes géographiques en temps réel, comme Strasmap vient de le signaler, quand on a des systèmes, des objets connectés qui nous permettent de donner des informations en temps réel, quand on est capable de connaître le flux des véhicules au mètre près, aux quelques mètres près, quand on est capable de connaître globalement, en tant qu'usager, en tant qu'utilisateur, la densité de transport donc, qui est dans une certaine zone, plus quand on connaît la multimodalité de tous les types d'usages qu'on a dénombrés, donc il n'est pas compliqué à ce moment-là de quitter donc, nos vieilles pancartes flèches blanches et noires pour les transformer par des outils donc, en temps réel de l'ubiquité, donc électronique, dont la réversibilité pourrait être assurée en fonction de ces contextes-là pour changer les sens, le temps que ça se désengorge. Et moi, je pense que donc, ça fait partie des outils sur lesquels il y a une vraie réflexion de ce qu'on appelle donc, la mobilité contextuelle, qui pour moi est vraiment l'axe du futur, parce que ça permettra à peu de frais, parce qu'aujourd'hui un panneau connecté c'est natif, il y en a partout pour faire de la pub, mais on ne l'utilise pas pour notre signalisation routière, ce qu'on appelle la signalétique verticale et horizontale. Dans ces démarches connectées, gérées par des gestionnaires et complétées par la multitude. Et là, on va vers cette rencontre entre les usages, les services, la multitude et la technologie mise au service d'une contextualisation. Et moi, je pense que c'est vraiment une voie d'avenir. Et les quelques expériences qui ont été faites montrent que c'est possible quand même. Bravo pour cette conclusion qui montre que vous êtes vraiment un chercheur et un entrepreneur civique.